Le scientifique retire brusquement sa main, incapable de croire ce qu'il voit. Aucune chance qu'il ait vu ce qu'il croit avoir vu. Le pelage du chien n'a pas pu bouger tout seul. Peut-être que c'était simplement sa caresse douce sur son pelage, sa peau qui bougeait en dessous, ou, non, c'est un tour de la lumière. Ça ne peut être que ça. Comment l'expliquer autrement? La chienne est assise, imperturbable, manifestement la même qu'elle a toujours été. Mais un gémissement atteint l'oreille du scientifique. Même l'homme à la plus grande volonté aurait senti son cœur fondre à ce son. Elle veut être caressée à nouveau et son maître s'exécute rapidement. Même elle ne sait pas ce qui ne va pas chez elle, ce qui vit avec elle depuis leur retour de voyage. Le scientifique lui accorde une caresse légère et prudente, mais le chien reste insatisfait d'un geste si modeste. Elle gémit encore, lui montrant qu'elle n'a toujours pas eu assez de caresses. Alors il tend la main une troisième fois et la tapote contre sa fourrure. La chienne baisse la tête sur son genou pendant qu'il est assis, satisfaite. Sous sa paume, son maître ébouriffe son pelage lisse et bien entretenu jusqu'à ce qu'il sente quelque chose de minuscule fouetter sa main. Cela ne dure qu'une fraction de seconde, un instant à peine, mais il le sent. Une sensation rapide, comme toucher le dard d'une abeille, mais pendant encore moins de temps qu'il n'en faut à l'horloge du mur pour faire un tic. Puis, c'est parti, disparaissant aussi vite que c'est arrivé, à l'exception des échos d'une petite douleur dans les secondes qui suivent, chacune ponctuée par le bruit de l'horloge. Le scientifique regarde sa paume, croyant encore sentir la douleur, ou son absence, il n'en est pas sûr. Mais d'après ce que ses yeux peuvent voir, il n'y a rien là. Il observe sa chienne, se penche vers elle pour examiner son pelage et pose prudemment une main rassurante sur son dos. Et cette fois, il est assez proche pour les voir bouger. Ils se déplacent, rampent, se hérissent dans le pelage de la chienne, ils sont assez nombreux pour que leurs mouvements individuels soient clairement visibles à l'œil nu. Le scientifique met un instant à comprendre que son autre main, celle avec laquelle il avait caressé sa chienne, est allée à sa bouche sous le choc. Maintenant, il vivait aussi sur lui. Au fil des mois qui passent, il ne se rend jamais compte de leur nombre. Il ne remarque jamais rien, se rasant et taillant sa barbe comme d'habitude, sans un cheveu déplacé. Puis lui et son collègue expert examinent de près, au microscope, des échantillons prélevés sur son chien. C'est alors qu'il les voit pour la première fois. Des dizaines, trop pour les compter. Après cela, il rêve d'eux, de minuscules piqûres qui s'enfoncent dans sa peau la nuit, creusant plus profondément, une par une, jusqu'à ce qu'il en soit, lui aussi couvert que sa chienne. Il rêve d'eux, ou il les sent. Après leur découverte, une vague d'activités et de questions suit. On veut tout savoir sur les parasites. Le scientifique renvoie à l'expert, précisant qu'il les a découverts par hasard. Son collègue connaît mieux les choses invisibles à l'œil nu. Puis, un jour, après avoir passé des dizaines de jours à répondre sans cesse aux mêmes questions, la Fondation informe le scientifique qu'il va être emmené ailleurs, dans un endroit où il pourra les aider dans leurs efforts pour comprendre les parasites. Ce n'est qu'en se réveillant, attaché sur la table de vivisection, qu'il comprend ce que son aide va réellement impliquer. Les chirurgiens tentent de le calmer, mais le scientifique hurle malgré tout. Il lui adresse des platitudes et de fausses promesses que tout ira bien, tout en immobilisant ses bras agités dans les sangles. Les scalpels découpent des segments retirés, placés dans des bocaux, tandis que des échantillons sont prélevés pour être examinés au microscope. Pourtant, le scientifique hurle, car maintenant il comprend. Elles vivent sur lui, maintenant. Elles vivent sous sa peau. La Fondation SCP a depuis attribué à cette espèce parasite la désignation SCP-189, connue familièrement parmi le personnel sous le nom, très descriptif, de parasite imitant les poils, ou parfois simplement abrégé en parasite. En approfondissant les recherches menées par le Dr F et le Dr W, les chercheurs travaillant à la Fondation ont réussi à observer et à suivre le comportement de ces parasites. L'analyse a révélé que le SCP-189 est un type de ver rond parasite capable de se manifester chez n'importe quelle forme de vie mammifère, des chiens et des chats aux êtres humains. Ces parasites, comme leur nom commun l'indique, sont capables de s'implanter dans le corps d'une créature en prenant l'apparence de poils isolés, ce qui les rend difficiles à détecter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le processus d'infection du SCP-189 commence généralement lorsqu'un mammifère non infecté entre en contact direct avec une créature porteuse des parasites imitant les poils. Un nouvel hôte potentiel doit se trouver suffisamment près des sacs d'œufs du SCP-189 pour que la transmission ait lieu.
Ces sacs d'œufs nécessitent un contact direct peau à peau car chacun d'eux est recouvert d'une série de crochets microscopiques. Ces crochets ressemblent à ceux présents sur les cuticules de certaines espèces de nématodes, de petits parasites en forme de ver. On les trouve aussi bien chez les animaux que chez les plantes, vivant dans le sol, en eau douce ou en milieu marin, et parfois même dans le vinaigre, le malt de bière ou à l'intérieur de fissures remplies d'eau profondément enfouie dans la croûte terrestre. Lorsqu'ils entrent en contact avec un mammifère non infecté, les sacs d'œufs du SCP-189 s'ancrent à la surface de la peau du nouvel hôte grâce à ces crochets microscopiques. Cependant, ces œufs nécessitent un catalyseur spécifique pour éclore. Au lieu que de nouveaux parasites SCP-189 naissent au moment où les sacs d'œufs se déposent sur la peau, ils n'émergent qu'après être entrés en contact avec une substance spécifique, le sébum. Malheureusement, le sébum se trouve principalement dans la peau, produit par les glandes sébacées situées sous la surface de la peau, là où se trouvent les follicules pileux. Le sébum, substance huileuse, prévient le dessèchement de la peau et maintient une barrière cutanée saine. Un excès de sébum peut être éliminé par une routine de soins avec nettoyage et hydratation, mais cela ne prévient pas vraiment les infections de SCP-189. Le sébum va inciter les sacs d'œufs ancrés à éclore, moment où les larves à l'intérieur émergeront et s'enfouiront dans les follicules pileux à proximité. Étant donné la taille minuscule et indétectable des sacs d'œufs ainsi que des larves heuristiques émergentes, il est impossible de ressentir une infection par SCP-189 au moment où elle se produit. Une fois enfouie sous la peau à l'intérieur d'un follicule pileux, une larve de SCP-189 va s'accrocher à la base de la papille dermique sous la racine d'un poil situé sous la peau. Les papilles sont irriguées par des capillaires, les plus petits et les plus fragiles vaisseaux sanguins du système vasculaire. Ils acheminent sang, nutriments et oxygène vers cellules, organes et systèmes des mammifères, notamment en apportant aux papilles les éléments nécessaires à la stimulation de la pousse des poils. Peu importe comment cela s'est produit, les larves du SCP-189 ont évolué pour utiliser les capillaires comme source de nourriture pendant leur croissance sur une période de 2 à 3 jours. Après ce stade, le SCP-189 adulte aura suffisamment grandi pour se détacher de la papille. Le ver complètement mature sectionnera la fibre capillaire et arrachera essentiellement un cheveu existant pour prendre rapidement et discrètement sa place. En tant qu'adulte pleinement développé, le SCP-189 enveloppera complètement la papille et la matrice capillaire environnante, puis à partir de ce moment, il se nourrira des cellules rejetées par la matrice capillaire. Alors que ces cellules formeraient, chez un sujet non infecté, la fibre capillaire elle-même, un ver SCP-189 utilisera ces cellules pour continuer à s'allonger sans que le sujet ne s'en rende compte. Les chercheurs de la Fondation SCP restent perplexes sur l'évolution de ce nématode, vu sa capacité à exploiter parfaitement les comportements cellulaires humains et ceux d'autres mammifères. Certaines théories du personnel suggèrent que le SCP-189 aurait été conçu par ingénierie biologique pour exploiter et se nourrir du processus de croissance des cheveux par une personne ayant une connaissance approfondie du processus de pousse des cheveux. Cependant, il n'existe aucune preuve pour étayer cette idée et le personnel est dissuadé de supposer que ces parasites ont été créés intentionnellement par des moyens anormaux. Alors que le reste du parasite se trouve sous la peau, la seule partie visible d'un spécimen adulte de SCP-189 est la queue du ver qui dépasse du follicule pileux occupé par le parasite. La queue, ressemblant à un cheveu, est capable de se camoufler en absorbant les pigments et la kératine des cellules que le parasite consomme. La kératine, principale protéine favorisant la croissance des cheveux, des ongles et de l'épiderme, la couche externe de la peau. SCP-189 utilise la kératine naturelle du corps pour former une cuticule externe, une fine couche protectrice qui correspond à la pigmentation des cheveux du sujet infecté. Cela permet aux parasites d'éviter d'être détectés, car ils peuvent imiter la couleur des cheveux de leur hôte. De plus, la queue visible d'un ver SCP-189 a des dimensions similaires à un cheveu normal issu du follicule où le parasite s'est installé. Visuellement, cela rend les instances de SCP-189 impossibles à distinguer des cheveux normaux, à moins d'être examinés de plus près à l'aide d'un microscope. Sinon, un sujet ayant contracté une infection par SCP-189 sera totalement inconscient du fait qu'il porte un parasite anormal, sauf dans certaines circonstances particulières. Pour des raisons que la Fondation n'a pas encore comprises, alors que la plupart des instances de SCP-189 restent indétectables et impossibles à distinguer des cheveux, d'autres se déplacent parfois de manière indépendante. Des vers SCP-189 ont été vus fléchir leur queue, s'enrouler, se dérouler et fouetter leurs excroissances chevelues en réponse à des stimulations tactiles.
On ne sait pas pourquoi certaines instances de ces parasites semblent attaquer d'autres organismes, et ce comportement n'a été observé que chez une poignée de spécimens. Certains experts de la Fondation en parasitologie anormale ont suggéré que ces mouvements pourraient être une réponse involontaire des parasites à des stimuli externes, tandis que d'autres soutiennent que cela ne se produit que lorsqu'un spécimen de SCP-189 se sent menacé. Certaines autres explications proposées pour ces mouvements ont été expurgées de l'entrée des archives de la Fondation SCP concernant le SCP-189. Malheureusement pour les personnes infectées, et de façon inquiétante pour ceux qui les ont observées, les infections par SCP-189 ne sont en aucun cas bénignes. Bien au contraire, en fait, car au lieu de simplement se loger sous la peau et de se nourrir indéfiniment des cellules, une fois que les parasites SCP-189 atteignent l'âge adulte, ils entament la prochaine phase de leur cycle de vie. De manière similaire à d'autres espèces de nématodes documentées, les instances de SCP-189 sont capables de créer et de féconder leurs propres œufs, produisant entre 1 et 3 œufs à la fois qui sont ensuite contenus dans une poche protectrice particulière, prêts à être transmis au prochain hôte disponible. Les poches d'œufs elles-mêmes sont tout aussi difficiles à détecter, car elles sont incorporées dans la queue saillante qui émerge de sous la peau. Une fois dans la queue filiforme, les poches d'œufs développent des crochets microscopiques en mûrissant. Ensuite, une fois que la queue dépasse 1 mm au-dessus de la surface de la peau de l'hôte, elles seront prêtes à passer à un nouveau sujet. Les poches d'œufs de SCP-189 entièrement développées sont faiblement incrustées dans la cuticule de la queue, et une fois qu'elles entrent en contact avec la surface d'un hôte approprié, leurs crochets s'accrochent à sa peau et permettent à la poche d'être détachée de son parent. Cependant, ce processus n'entraîne pas exclusivement le passage des poches d'œufs de SCP-189 d'un hôte à l'autre. Si les crochets parviennent à s'enfoncer dans la peau de l'hôte actuel, alors ces larves non écloses se répandront sur le sujet d'origine, permettant ainsi aux parasites d'infester davantage un seul mammifère s'ils ne peuvent passer à un nouvel hôte. À présent, les chercheurs de la Fondation ont découvert que le camouflage de SCP-189 qui ressemble à des cheveux ordinaires peut être utilisé contre ces parasites. Comme prévu, les queues sortant de la peau de l'hôte ne sont pas plus épaisses ni résistantes que des cheveux. De même, la tête, enfouie sous la peau dans le follicule pileux, n'est pas attachée plus solidement que la racine d'un cheveu ordinaire. Cela signifie que, à condition que la Fondation puisse identifier une infection par SCP-189 avant que le ver ne produise des œufs et ne se propage ou n'infecte davantage l'hôte, il est possible de retirer les parasites. Tout comme le cheveu qui l'imite, la queue du parasite peut être cassée ou coupée, ou l'organisme entier peut être arraché ou retiré de la même manière qu'un cheveu ordinaire. Une fois sectionnée, la partie queue d'un parasite SCP-189 adulte peut se régénérer en développant une nouvelle tête et en devenant un nouvel individu du ver. Cependant, cela n'est possible que s'ils parviennent à s'attacher à un nouvel hôte, sinon ils mourront de faim et périront sans accès aux capillaires ou aux cellules dont ils se nourrissent. Étant donné que les instances de SCP-189, dont la queue a été coupée, peuvent simplement régénérer cette partie d'elle-même, l'extraction de l'organisme entier est recommandée par les experts en trichologie de la Fondation SCP. Les follicules pileux contenant des parasites SCP-189 actifs peuvent tous mourir en raison de causes et de conditions totalement naturelles pouvant entraîner la perte de cheveux. Tout événement provoquant la perte du cheveu d'un follicule entraîne également l'élimination d'un parasite SCP-189, les forçant à se détacher de leur hôte. Après cela, ils meurent généralement en moins d'1 heure, bien qu'ils puissent survivre jusqu'à 6 heures une fois séparés de leur hôte précédent. Même les spécimens adultes morts de SCP-189 peuvent présenter un risque d'infection, car les œufs qu'ils produisent peuvent rester viables pendant plusieurs années. Ce qui signifie que, même si un nouveau sujet entre en contact direct avec le ver SCP-189 décédé, son sac d'œufs peut toujours enfoncer ses crochets dans la peau du sujet et transmettre l'infection parasitaire. De loin, la caractéristique la plus alarmante de SCP-189 est son effet sur un mammifère déjà mort. Même si un hôte meurt, les spécimens de SCP-189 continueront de survivre et de se nourrir de ce qui reste du corps de la créature en s'enfouissant dans ses tissus. Cela permet aux parasites de pondre et de se répandre sur le cadavre, mais seulement jusqu'à la décomposition de l'hôte. Une fois que ce processus inévitable commence, les vers SCP-189 sont tués par les toxines produites lors de la décomposition du corps après la mort. Cependant, ils peuvent encore se transmettre à toute personne en contact avec le cadavre avant la décomposition. Dans les cas d'infection par SCP-189 chez l'humain, les médecins légistes et les croque-morts qui examinent et manipulent les corps porteurs des parasites deviennent rapidement le nouvel hôte des larves du parasite.
Bien que leur nom ait été effacé des archives de la Fondation, le docteur responsable de la découverte des parasites SCP-189 n'oublierait certainement pas de sitôt ce qu'il avait découvert. Au cours d'un voyage de 6 mois dans une zone reculée de la forêt tropicale, dans une région du monde dont le nom a été censuré, le Dr F avait l'intention de consacrer tout son temps à son étude sur la biodiversité, et il l'aurait fait si Kara n'avait pas été là. Kara, la chienne Golden Retriever du Dr F, avait 3 ans à l'époque et avait été emmenée par son propriétaire pour l'expédition. Au cours du voyage, Kara a été infectée par de nombreux spécimens du SCP-189 par le SCP-189. D'après les archives, Kara a été le premier cas connu d'infection par cette espèce rare de parasite. Cela est d'abord passé inaperçu auprès du Dr F, qui est finalement rentré aux États-Unis avec Kara à ses côtés. À ce moment-là, on estimait qu'environ 80% des follicules pileux du chien avaient été infestés par les parasites. Les humains ont 5 millions de follicules pileux sur le corps, soit entre 1800 et 3000 poils par pouce. En moyenne, un chien peut avoir 15 000 poils par pouce de peau. Quelques jours après leur retour aux États-Unis, le Dr F a remarqué, en caressant Kara, que le pelage du retriever bougeait, ou plus précisément, que les parasites bougeaient. Et ce contact rapproché a probablement transmis plusieurs instances du SCP-189 au docteur. Reconnaissant l'infection anormale, le Dr F a contacté un parasitologue dont le nom est également caviardé dans les dossiers de la Fondation. Le Dr W a reçu une invitation à étudier le nouvel organisme découvert et, aux côtés du Dr F, les deux ont soumis un article scientifique détaillant leur découverte. Après avoir eu connaissance de cet article, la Fondation SCP a pris conscience de l'existence du SCP-189 et a réagi en arrêtant à la fois le Dr F et le Dr W. Le duo a été placé en détention par la Fondation et leurs matériaux de recherche. Tout ce qui était lié au SCP-189 ont été saisis afin d'empêcher que la connaissance de ces parasites ne soit rendue publique. Alors que pour certains, être placé en détention par la Fondation SCP signifierait probablement qu'on n'entendrait plus jamais parler d'eux, le Dr F et le Dr W ont, quant à eux, été recrutés. Tous deux sont devenus affiliés à la Fondation et le Dr W a été nommé chercheur principal en charge du SCP-189 compte tenu de son expérience en parasitologie. Ils ont été affectés dans un lieu tenu secret afin d'étudier les populations indigènes du SCP-189 et de déterminer des solutions pour leur confinement ou leur extermination. La localisation du Dr F a été effacée des dossiers de la Fondation. La Fondation détient plusieurs échantillons du SCP-189 dans une installation de confinement cryogénique secrète. Tout échantillon stocké ici dépassant la quantité que la Fondation peut contenir en toute sécurité doit être immédiatement détruit par incinération. Les sujets de test infectés par le parasite sont maintenus dans une chambre de confinement scellée, équipée d'un sas et d'une douche chimique. Le personnel qui interagit avec ces sujets de test infectés doit porter des combinaisons NBC standards pendant toute la durée de leur présence à l'intérieur et doit subir une douche chimique avant de sortir du sas et de quitter la zone. À chaque décès de sujet de test, naturel ou par élimination, leurs corps doivent être placés dans un sac mortuaire hermétique, puis soumis à la douche chimique avant d'être retirés de la chambre. Ensuite, il doit être jeté dans l'incinérateur. Si ces mesures de confinement échouent et qu'un membre du personnel se retrouve accidentellement infesté par SCP-189, il doit être mis en quarantaine de la même manière que les sujets de test et traité avec l'agent antiparasitaire 189A. Si un humain ou un animal sur un site de la Fondation est déterminé comme étant infesté par SCP-189, chaque être vivant sur le site doit être inspecté conformément à la procédure. Les membres du personnel doivent alors être traités, tandis que les classes D et les animaux non SCP doivent être éliminés et incinérés, après quoi l'installation doit être soigneusement nettoyée avec l'agent antiparasitaire 189A. Les cas de SCP-189 découverts en dehors de la Fondation doivent être pris en charge et mis en quarantaine immédiatement. Les animaux doivent être euthanasiés et incinérés, tandis que les humains peuvent recevoir l'agent antiparasitaire et des amnésiques de classe C ou B. Les personnes ayant été ou pouvant avoir été en contact étroit avec les infectés doivent être examinées pour détecter toute infestation et traitées si nécessaire. Un document listant des histoires de couverture, comme des fuites de gaz, infestations de punaises de lit et épidémies de grippe aviaire, peut être fourni sur demande. Depuis la découverte initiale de SCP-189 et la prise de conscience subséquente de leur existence par la Fondation, de nombreux incidents d'infestation ont été documentés dans différentes parties du monde. La source des infections en dehors de la Fondation SCP reste inconnue.
Les théories vont de l'existence présumée d'un groupe de porteurs jusqu'alors inconnus, transmettant les parasites imitant les cheveux à de nouveaux infectés, à un autre point d'origine commun pour ces parasites. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait exister un patient zéro pour les infections, ou un organisme capable de générer davantage d'exemplaires du SCP-189 de façon similaire à une reine dans certaines populations d'insectes. Un nombre considérable d'êtres humains et d'animaux ont été confirmés comme ayant contracté un ou plusieurs exemplaires du SCP-189. La Fondation surveille constamment les épidémies et veille à ce que le public ignore la possible présence de parasites anormaux dans leur cuir chevelu. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder un autre dossier du Dr Bob comme SCP-420, affection cutanée agressive.